La voleuse de livres, présentation de l'éditeur. L'horreur venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort. Et, plus rares encore, sont ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liesel Memminger y est parvenue. 3 fois, cette fillette a croisé la mort, et 3 fois, la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt? Ou sa force extraordinaire face aux événements? À moins que ce ne soit son secret, celui qui l'a aidé à survivre, et a même inspiré la mort ce joli surnom, la voleuse de livres. Best-seller international, cette fable singulière envoûte par son audace et son originalité. Autre critique, ironique et paradoxale, la voleuse de livres appartient à ce genre hybride d'ouvrages destinés à la fois aux adolescents et aux adultes. Cet ouvrage a reçu le prix Prologue des montagnes de décombres où notre narratrice présente elle-même les couleurs et la voleuse de livres. Mort et chocolat. D'abord les couleurs, ensuite les humains. C'est comme ça que je vois les choses d'habitude, ou que j'essaie du moins. Un détail, vous allez mourir. En toute bonne foi, j'essaie d'aborder ce sujet avec entrain, et même si la plupart des gens ont des mal à me croire, malgré mes protestations, faites-moi confiance. Je peux vraiment être enjouée. Je peux être aimable, affable, agréable, et nous n'en sommes qu'au A. Mais ne me demandez pas d'être gentille. La gentillesse n'a rien à voir avec moi. Réaction en détail ci-dessus. Ça vous inquiète? Surtout, n'ayez pas peur. Je suis quelqu'un de correct. Une présentation s'impose. Un début. J'allais manquer à tous mes devoirs. Je pourrais me présenter dans les règles, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous ferez bien assez tôt ma connaissance, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Disons simplement qu'à un moment donné, je me pencherai sur vous, avec bienveillance. Votre âme reposera entre mes bras, une couleur sera perchée sur mon épaule, je vous emporterai avec douceur. À cet instant, vous serez étendu. Je trouve rarement les gens debout. Vous serez pris dans la masse de votre propre corps. Peut-être vous découvrira-t-on, un cri déchirera l'air. Ensuite, je n'entendrai plus que mon propre souffle, et les bruits de l'odeur, celui de mes pas. L'essentiel, c'est la couleur, dont seront les choses lorsque je viendrai vous chercher. Que dira le ciel? Personnellement, j'aime quand le ciel est couleur chocolat. Chocolat noir, très noir. Il paraît que ça me va bien. J'essaie quand même d'apprécier chaque couleur que je vois, la totalité du spectre. 1 milliard de saveurs, toutes différentes, et un ciel à déguster lentement. Ça atténue le stress, ça m'aide à me détendre. Une petite théorie. Les gens ne remarquent les couleurs du jour qu'à l'aube et au crépuscule. Mais pour moi, une multitude de teintes et de nuances s'enchaînent au cours d'une journée. Rien que dans une heure, il peut exister des milliers de couleurs variées, des jaunes cireux, des bleus recrachés par les nuages, des ténèbres épaisses. Dans mon travail, j'ai à cœur de les remarquer. Comme je l'ai laissé entendre, j'ai besoin de me distraire. Cela me permet de conserver mon équilibre et de tenir le coup, étant donné que je fais ce métier depuis une éternité. Car qui pourrait me remplacer? Qui prendrait le relais pendant que j'irais bronzer sur l'une de vos plages ou dévaler les pistes de ski? Personne, évidemment. Aussi ai-je décidé, consciemment, délibérément, de remplacer les vacances par de la distraction. Inutile de préciser que je me repose au compte-gouttes, avec les couleurs. Mais penserez-vous peut-être, pourquoi donc a-t-elle besoin de vacances? De quoi a-t-elle besoin d'être distraite? Ce qui m'amène au point suivant. Les humains qui en ont réchappé, les survivants. Ceux-là, je ne supporte pas de les regarder, et je ne parviens pas toujours à m'y soustraire. Je recherche délibérément les couleurs pour ne plus penser à eux, mais j'en vois de temps en temps, effondrés entre surprise et désespoir. Leur cœur saigne, ils ont les poumons en charpie.
Ce qui m'amène au sujet dont je vais vous parler ce soir, ou ce matin, qu'importe l'heure et la couleur. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait partie de ces éternels survivants. Quelqu'un qui sait ce qu'être abandonné veut dire. Une simple histoire, en fait, où il est question notamment d'une fillette, de mots, d'un accordéoniste, d'Allemands fanatiques, d'un boxeur juif et d'un certain nombre de vols. J'ai vu la voleuse de livres à 3 reprises. Près de la voie ferrée. D'abord, il y a du blanc, du genre éblouissant. Certains d'entre vous penseront sans doute que le blanc n'est pas une couleur ou une ânerie de ce genre. Qu'à peut vous dire que si. Le blanc est une couleur, cela ne fait aucun doute. Et vous n'avez pas envie de discuter avec moi, n'est-ce pas? Une annonce. Rassurante. Surtout, ne vous affolez pas, malgré cette menace. C'est du bluff. Je n'ai rien de violent, ni de méchant. Je suis un résultat. Donc, c'était blanc. On aurait cru que la planète entière était vêtue de neige, qu'elle avait enfilé comme un pullover. Près de la voie ferrée, les empreintes de pas étaient enfoncées jusqu'au talon. La glace enrobait les arbres. Comme vous vous en doutez, quelqu'un était mort. On ne pouvait pas le laisser comme ça sur le sol. Pour le moment, ce n'était pas un problème. Mais bientôt, la voie serait dégagée et le train devrait avancer. Il y avait 2 gardes. Il y avait une mère et sa fille, et un cadavre. La mère et la fille et le cadavre restent là, têtus et silencieux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? L'un des gardes était grand, l'autre petit. Le grand parlait toujours en premier, même s'il ne commandait pas. Il regardait le petit, rondouillard, au visage rouge et plein. « Voyons, on ne peut pas le laisser comme ça, » fut la réponse. Le grand commençait à s'impatienter. « Et pourquoi pas ?» Le petit faillit exploser. Il leva les yeux vers le menton de l'autre et s'écria. « Spinsdou, tu es idiot ou quoi ?» Sous l'effet de l'aversion, ses joues se gonflaient. « Allons-y, dit-il en pataugeant dans la neige. On va les ramener tous les 3, si l'on n'a pas le choix. On fera un rapport au prochain arrêt. » Quant à moi, j'avais déjà commis une erreur des plus élémentaires. Je ne peux vous expliquer à quel point je m'en suis voulu. Au départ, pourtant, j'avais agi comme il fallait. J'étudiais le ciel d'une blancheur aveuglante qui se tenait à la fenêtre du train en marche. Je l'inhalais presque, mais j'hésitais encore. Je flanchais. Je commençais à éprouver de l'intérêt pour la fillette. Finalement, la curiosité l'emporta et me résignant à rester autant que mon planning le permettait. J'observais ce qui se passait. 23 minutes plus tard, quand le train s'arrêta, je descendis avec eux. J'avais une jeune âme dans les bras. Je me tenais légèrement sur la droite. La dynamique du haut des gardes revint vers la mère, la fillette et le petit cadavre. Je me souviens que ce jour-là, ma respiration était bruyante. Je suis étonnée que les gardes n'aient pas remarqué ma présence en passant à côté de moi. Le monde pliait maintenant sous le poids de toute cette neige. À une dizaine de mètres sur ma gauche, se tenait la fillette, pâle, le ventre vide, transi de froid. Ses lèvres tremblaient. Elle avait croisé ses bras glacés sur le visage de la voleuse de livres. Les larmes avaient gelé. L'éclipse. La fois suivante, on passe au noir monogrammé, ce qui nous place à l'opposé du spectre. C'était avant le lever du jour, quand la nuit est la plus épaisse. Je venais chercher un homme d'environ 24 ans. Par certains aspects, la scène était assez belle. L'avion toussait encore, de la fumée s'échappait de ses 2 poumons. En s'écrasant, il avait creusé 3 profondes entailles dans le sol. Ses ailes étaient maintenant des bras sectionnés à la racine. Pour cet oiseau de métal, c'en était fini de voler. Quelques autres détails. Parfois j'arrive trop tôt, je me précipite et certaines personnes s'accrochent à la vie plus longtemps que prévu. Au bout de quelques minutes, la fumée s'épuisa et ce fut tout. Le garçon arriva le premier, le souffle court, portant une boîte à outils. En émoi, il s'approcha du cockpit et observa le pilote, cherchant à savoir s'il était vivant.
Il était encore. La voleuse de livres apparut 30 secondes plus tard. Des années avaient passé, mais je la reconnus. Elle haletait. De la boîte à outils, le garçon sortit un ours en peluche. Il passa la main à travers le pare-brise éclaté et le déposa sur le torse du pilote. L'ours souriait, en souriant, resta niché contre l'homme ensanglanté. Au bout de quelques minutes, je saisis l'occasion. C'était le bon moment. Je pénétrai dans l'épave, libérai l'âme de l'homme et l'emportai avec précaution. Il ne restait plus que le corps, l'odeur de fumée persistante et l'ours en peluche qui souriait. Quand les gens arrivèrent, les choses avaient changé, bien sûr. L'horizon devenait charbonneux. Au-dessus, le reste d'obscurité n'était plus qu'un grébouillis qui s'effaçait à toute allure. L'homme, au contraire, avait la teinte de l'os. Une peau, couleur de squelette, un uniforme en désordre. Ses yeux étaient froids et bruns, tels des taches de café, et le dernier griffonnage du ciel dessinait ce qui m'apparut comme une forme étrange mais familière, une signature. La foule fait et se font toutes les foules. Tandis que je me frayais un passage parmi elles, il y eut un mélange de mains qui s'agitaient, de phrases étouffées, de demi-tours gênés. Quand je regardais de nouveau, l'avion, la bouche ouverte du pilote, semblait sourire. Une ultime bonne blague, de l'humour à l'emporte-pièce. Il resta sanglé dans son uniforme, tandis que la lumière grise se livrait à un bras de fer avec le ciel. Et, comme souvent, au moment où j'ai entamé mon voyage, une ombre s'est de nouveau esquissée, un moment d'éclipse finale, la reconnaissance du départ d'une autre âme. Car malgré toutes les couleurs qui s'attachent à ce que je vois dans ce monde, il m'arrive souvent de percevoir une éclipse au moment où meurt un humain. J'en ai vu des millions. J'ai vu plus d'éclipses que je ne pourrais m'en souvenir. Le drapeau. La dernière fois que je l'ai vu, c'était rouge. Le ciel ressemblait à de la soupe qui frémit. Il était brûlé par endroits. Des miettes noires et du poivre parsemaient cette substance écarlate. Un peu plus tôt, dans cette rue qui ressemblait à des pages tachées d'huile, des enfants jouaient à la marelle. En arrivant, j'entendais encore les échos de leur jeu, les pieds qui frappaient le sol, les petites voix qui riaient, et les sourires comme du sel, mais déjà en train de pourrir. Et puis les bombes. Cette fois, tout intervint trop tard. Les sirènes, les cris de coucou à la radio, trop tard. En quelques minutes, des monticules de terre et de béton s'accumulèrent. Les rues étaient des veines ouvertes. Le sang ruissela jusqu'à sécher sur la route, et les corps restèrent coincés là, comme du bois flotté après une inondation. Tous, jusqu'au dernier, étaient cloués au sol. Un paquet d'âmes. Était-ce la destinée, la malchance, qui les avait mis dans cet état? Bien sûr que non. Ne soyons pas idiots. C'était plutôt la faute des bombes, lâchées par des humains dissimulés dans les nuages. Oui, le ciel était maintenant d'un rouge dévastateur. La petite ville allemande avait été déchirée une fois de plus. Des cendres floconneuses tombaient, et c'était si joli qu'on avait envie de les goûter avec la langue. Sauf qu'elle vous aurait brûlé les lèvres et calciné la bouche. Je le vois nettement. J'allais partir lorsque je l'ai découverte, agenouillée. Autour d'elle, comme un dessin, comme une écriture, se dressaient des montagnes de décombres. Elle serrait un livre dans sa main. Ce que voulait avant tout la voleuse de livres, c'était regagner son sous-sol pour écrire, ou pour relire une dernière fois son histoire. Après coup, je me rends compte que cela se voyait sur son visage. Elle mourait d'envie de se retrouver dans ce lieu sûr où elle se sentait chez elle, mais elle était incapable de bouger, sans compter que le sous-sol n'existait plus. Il faisait maintenant partie de ce paysage ravagé. Je vous demande une fois de plus de me croire. J'avais envie de m'arrêter, de me coucher, j'avais envie de dire « Je suis désolée, mon petit ».
mais je n'en ai pas le droit. Je ne me suis pas couchée, je n'ai rien dit. À la place, je l'ai observée un moment, et quand elle a pu bouger, je l'ai suivie. Elle a lâché le livre, elle est tombée à genoux. La voleuse de livres a hurlé. Lorsqu'on a nettoyé la route, son livre a été piétiné à plusieurs reprises. Les ordres étaient de dégager seulement les gravats, mais le bien le plus précieux de la fillette a été jeté dans la benne à ordures. Je n'ai alors pu m'empêcher de monter à bord et de le prendre, sans savoir que je le garderai et que je le consulterai un nombre incalculable de fois au fil des ans. J'observais les endroits où nos chemins se croisent, et je m'émerveillais de ce que la fillette a vu et de la façon dont elle a survécu. C'est tout ce que je peux faire, remettre ces événements en perspective avec ceux dont j'ai été témoin à cette époque. Quand je pense à elle, je vois une longue liste de couleurs, mais les trois dans lesquelles je l'ai vue en chair et en os sont les plus évocatrices. Parfois, je parviens à flotter très haut au-dessus de ces trois moments. Je reste en suspens jusqu'à ce que la vérité perce. C'est à ce moment-là que je les vois se concrétiser. Les couleurs rouge, blanc et noir. Elles tombent les unes sur les autres. Le noir gribouillé sur le blanc, global, éblouissant, lui-même sur l'épaisse soupe rouge. Oui, souvent quelque chose vient me rappeler la fillette, et j'ai gardé son histoire dans l'une de mes nombreuses poches pour la raconter de nouveau. Elle fait partie de celles, aussi extraordinaires qu'innombrables, que je transporte. Chacune est une tentative, un effort gigantesque pour me prouver que vous et votre existence humaine valaient le coup. La voici, une parmi une poignée d'autres, la voleuse de livres. Venez avec moi si ça vous tente. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous montrer quelque chose.